Donc thème 3, axe 1, histoire et mémoire des conflits. Première partie, un débat historique et ses implications politiques, les causes de la Première Guerre mondiale. Alors vous devez d'abord connaître le déclenchement de la Première Guerre mondiale, vous l'avez vu en cours d'histoire, l'attentat de Sarajevo, l'engrenage des alliances, on va passer d'un assassinat à un conflit mondial. Vous pouvez aussi consulter l'exposition de la BNF pour compléter vos connaissances. Alors très vite, la question des responsabilités se pose dès le début du conflit. Je vais donc suivre une démarche chronologique, donc tout d'abord de 1914 aux années 30, le débat historique et ses implications politiques. Donc la Première Guerre mondiale a été longue, les pertes humaines ont été considérables. Donc très vite, on cherche à rejeter la faute sur l'ennemi. D'ailleurs, le traité de Versailles en 1919, par l'article 231, rend l'Allemagne responsable de la guerre. Pour cela, elle doit payer des réparations. Donc on voit que la question historique est liée à une question aussi politique. C'est la thèse de la culpabilité allemande. Alors, dès 1925, Pierre Renouvin, dans Les origines immédiates de la guerre, met en avant cette responsabilité unilatérale de l'Allemagne et de l'Autriche. Mais très vite, d'autres historiens vont mettre en avant la responsabilité d'autres États et vont mettre en avant d'autres facteurs. On peut citer le livre de Jules Isaac en 1933. Dans les années 20, les théories marxistes rencontrent un succès auprès des milieux socialistes, disant que cette guerre de toute façon était inévitable parce que l'impérialisme et le capitalisme des sociétés européennes ne pouvaient entraîner que la guerre. Donc si on veut la paix, il faut changer de système économique. Alors, en Allemagne, le traité de Versailles a été reçu comme un véritable diktat, comme un mensonge, et la responsabilité de la guerre étant plutôt franco-russe. Et c'est vrai que cette vision sera encouragée notamment sous le nazisme, qui développera également la légende du couteau de poignard dans le dos, à savoir que si l'Allemagne a perdu la guerre, c'est parce qu'elle avait des traites à l'arrière. De 1945 à nos jours, le débat historique et ses implications va être d'abord occulté par les travaux sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est en 1961 qu'à nouveau on va parler des causes de la Première Guerre mondiale avec l'ouvrage de Fritz Fischer, qui met en avant le caractère impérialiste et belliciste du Reich, c'est-à-dire que le militarisme allemand serait responsable finalement de la Première Guerre mondiale. Et il fait même d'ailleurs une continuité entre l'Empire de Guillaume II et le Troisième Reich d'Hitler. Tout ça va susciter des polémiques en Allemagne que nous verrons bien sûr en classe. Alors depuis les années 80, il y a un consensus des historiens sur l'enchevêtrement des origines. Nous le verrons d'ailleurs à travers un extrait du livre de Christopher Clark, Les Somnambules, qui est paru en 2013. Et puis il y a aussi moins d'intérêt pour la question de la responsabilité. Il y a de nouveaux champs de recherche et il y a de nouveaux débats sur la Première Guerre mondiale. Je peux citer par exemple l'ouvrage de Stéphane Houdouin-Rousseau et d'Annette Becker sur la culture de guerre. On cherche plutôt à comprendre comment les populations ont tenu durant les 4 années du conflit. On fait plutôt une approche sociale et culturelle de la guerre et moins une recherche politique. Il y a également la notion de brutalisation de l'historien américain Moss, où il explique que finalement, avec la Première Guerre mondiale, les sociétés se sont accoutumées à la brutalité, ce qui peut permettre de comprendre la violence des sociétés européennes dans les années 20 et dans les années 30. Alors cette thèse, bien sûr, a fait débat, a été même contestée par d'autres historiens, en indiquant également que la Première Guerre mondiale a donné naissance à un développement très fort, qui est le pacifisme dans les années 20 et dans les années 30. Toute cette première partie sera bien sûr complétée en classe. Donc deuxième partie, mémoire et histoire d'un conflit, la guerre d'Algérie. Celle qu'on a appelée pendant très longtemps cette guerre sans nom, jusqu'à une loi votée en 1999. Donc c'est un conflit qui a duré 8 ans, guerre de décausation mais aussi guerre civile, où la France métropolitaine a été impliquée directement avec l'envoi du contingent. Alors le bilan est dramatique, il y a de nombreux traumatismes, attentats commis par le FLN ou par l'OAS, massacres de civils, usage massif de la torture par l'armée française, des manifestations réprimées par la police française, le rapatriement des pieds noirs et des harkis. Donc tous les mots clés là, que je viens d'utiliser, vous devez noter leur définition pour bien maîtriser ce sujet. Contingent, FLN, OAS, pieds noirs et harkis. Alors, deuxième point, voyons l'histoire et les mémoires de ce conflit en France. Alors pendant très longtemps, il y a eu une volonté, une tentation d'oublier cette période sombre de l'histoire de France. On peut citer en 1962 l'amnistie des crimes commis pendant le conflit. On peut aussi citer le fait que cette guerre n'a pas été enseignée de 62 à 82. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Il y a des livres qui paraissent.
qui dénonce déjà la torture dès les années de la guerre, hein, mais aussi dans les années qui suivent, dans les années 70. On peut citer les ouvrages de Pierre Vidal-Naquet sur ce sujet. Il y a aussi des films qui parlent de la guerre d'Algérie, même de la violence de l'armée française. On peut citer René Vauthier avec son film Avoir 20 ans dans les Aurès. Il y a aussi des manifestations dans les années 70, notamment la révolte des enfants de Harkis, qui dénoncent leurs conditions de vie, et en même temps qui rappellent le sort des Harkis. Il y a aussi la nostalgie des Pieds Noirs, hein, qui réapparaît à travers leurs associations, mais aussi à travers certains films, notamment d'Alexandre Arcadi en 1979. Mais véritablement, la mémoire de la guerre d'Algérie se réveille dans les années 80. Alors c'est dû à différents éléments que vous devez connaître. Tout d'abord, le fait que la guerre d'Algérie va être enseignée dans les programmes scolaires à partir de 1983. Il va y avoir aussi différentes marches, différentes manifestations qui vont susciter des débats, à nouveau, sur le passé colonial et sur la guerre d'Algérie. On peut aussi citer des documentaires comme La guerre sans nom, où la parole des anciens appelés va se libérer et on va à nouveau parler de cette guerre d'Algérie. Et puis il y a bien sûr à la même époque l'ouverture des archives qui va permettre que les travaux des historiens se multiplient, répondant d'ailleurs à une demande sociale, aux questions que la société française se pose. Et puis parfois il va y avoir la publication de certains livres qui va médiatiser, susciter de nombreux débats. On peut penser notamment au livre du général Ossarès au sujet de la question de la torture en 2001. Donc tous ces éléments vont entraîner véritablement une politique officielle de reconnaissance mémorielle. Par exemple, en 1999, une loi reconnaît l'état de guerre en Algérie. En 2002, il y a pour la première fois un mémorial national rendant hommage à toutes les victimes de la guerre d'Algérie. Cela est fait sous le mandat de Jacques Chirac. En 2012, il y a même une journée nationale qui s'inscrit dans le calendrier officiel, c'est le 5 décembre, où on rend hommage à toutes les victimes de la guerre d'Algérie. On peut citer aussi le fait qu'en 2012, François Hollande reconnaît dans un discours la responsabilité de l'État dans la répression de la manifestation du 17 octobre 1961, ou le geste d'Emmanuel Macron qui reconnaît également la responsabilité de l'armée française dans la disparition de Maurice Audin. Alors tout ça, bien sûr, nous le verrons en classe. Maintenant, histoire et mémoire de ce conflit en Algérie. Alors dès 1962, ce nouvel État, l'État algérien, va construire une histoire officielle, où on va enseigner le fait que le peuple algérien était uni face aux Français. Alors bien sûr, c'est un mythe qui cherche à valoriser le rôle du FLN et à effacer toute division interne au sein de ce mouvement national et à occulter toute personnalité qui n'appartenait pas au FLN. On peut citer l'exemple de Messa Liadj. Il va y avoir aussi différents lieux de mémoire qui vont être construits, inaugurés, comme celui qui se trouve à Alger, le mémorial du martyr. On peut indiquer quelques signes d'évolution. Le régime politique algérien étant de plus en plus contesté, l'État commence à accepter le pluralisme et la publication d'ouvrages d'acteurs non membres du FLN. C'est ainsi que Messa Liadj a été réintégré dans le panthéon national. Mais il est vrai qu'encore aujourd'hui, l'histoire officielle n'a pas rendu justice à tous les combattants de la guerre de la libération. Alors peut-on imaginer qu'une histoire et qu'une mémoire commune se construisent entre les deux États ? Alors des relations diplomatiques ont été rétablies dans les années 70, où Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, en 1974, a été le premier président à faire un voyage à Alger. En 1982, c'est le chef d'État algérien qui est accueilli en France par Mitterrand. Néanmoins, les relations franco-algériennes sont marquées par ce conflit. Les mémoires sont encore douloureuses. Alors, comment apaiser les mémoires ? Alors, bien sûr, il y a le rôle des États. Les chefs d'État, par leurs discours et leurs commémorations, peuvent apaiser les mémoires. Il y a surtout le travail des historiens, qui, sans pression des États et sans pression des groupes mémoriels, peuvent réussir à écrire une histoire commune. On peut citer l'ouvrage récent publié en 2004 sous la direction de Mohamed Harbi et Benjamin Stora. Donc tout ça, nous le verrons en classe. Donc tout ce que je viens de dire sur la seconde partie sera complété par des TP en classe.